Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, fidèles de Presse Éco. Bienvenue à votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos analystes, nos critiques, nos chroniqueurs, nos hommes des médias. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets qui ont marqué l'attention des uns et des autres. D'abord, nous allons parler au plan national de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a vu la présence donc, de Angela Merkel, j'y arrive, la chancelière allemande qui était donc présente à Ouagadougou. Et puis, second sujet, nous allons parler là de dialogue politique avec la sortie de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle a fait une sortie. Et troisième sujet pour terminer, c'est le Ashkroun qui vend bien la justice transitionnelle. Nous allons donc débattre. Et puis en international, c'est le Bénin avec l'après-élection législative, une tension politique dans le pays. Nous évoquons ce sujet-là avec nos invités sur le plateau. Je commence par ma droite, Issaka Lengani, il est journaliste, analyste politique, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et Parfait Silga, il est journaliste, analyste. Merci Parfait d'être là avec une cravate rouge. Merci bien. Et puis André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, docteur Évariste Faustin-Concebo, chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à tous d'être sur ce plateau. Et je rappelle que cette émission est interactive, donc d'un moment à l'autre, vous pourrez donc appeler, vous inscrire et prendre part à ce débat-là interactif vers la fin de l'émission. On commence avec une actualité quand même qui ne peut pas nous échapper. Il s'agit de la Journée internationale de la liberté de la presse qui nous concerne en tant qu'hommes des médias. Cette année, cette journée-là est commémorée sous le thème médias et élections dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso. Ça, c'est vraiment le thème au Burkina. Mais en international, c'est journalisme et élections en temps de désinformation. Alors, je vais vous poser la question. Le Burkina est, semble-t-il, un pays de liberté de l'expression. En tout cas, dans le rapport 2019 paru en avril dernier, RSF a classé le Burkina à la 36e place sur un total de 180 pays, donc qui lui donne une position de 5e en Afrique de façon générale et premier en Afrique francophone. Lengani Issaka. Il faut se réjouir de ce classement et puis en même temps se demander, si on veut analyser la situation, est-ce que c'est les autres qui ont reculé ou bien c'est nous qui avons avancé? Ça, c'est de d'autre part. Qu'est-ce que chacun a fait pour qu'on arrive à ce résultat? C'est-à-dire, d'une part, les journalistes et d'autre part, les autorités, c'est-à-dire l'administration, ce qui encadre donc la liberté de presse au Burkina Faso. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau des journalistes, au niveau des professionnels, il y a un léger mieux qui est réel, sur le plan du professionnalisme d'abord, et ensuite sur le plan du courage même de l'expression. C'est-à-dire, on sent moins ce qu'on appelle les autocensures, c'est-à-dire les gens sont plus libres, s'expriment plus facilement sur plusieurs sujets. Et aussi, on voit qu'au niveau du journalisme d'investigation, il y a quand même des percées réelles qui sont faites. On voit beaucoup de dossiers qui sont traités, qui sont sortis. Est-ce à dire que parce qu'il n'y a plus de dossiers de corruption, de vol, de malversation, que c'est comme ça? Ou bien est-ce que ce sont les journalistes qui sont plus perspicaces? Ça, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est fait à ce niveau. Mais maintenant, au niveau de l'État lui-même, il faut se reconnaître qu'absolument rien n'a été fait de particulier pour aider ce métier-là, bien au contraire. Parfait, Silga. Est-ce que liberté d'expression voudrait dire absence de journalistes en prison? Est-ce que c'est là vraiment l'indicateur majeur ou... Non, je ne pense pas que ce soit l'indicateur majeur. Je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont évoqués, en tout cas qui sont mis en avant quand on parle de liberté d'expression. Liberté de la presse. Nous sommes dans le cadre de la liberté de la presse. Liberté de la presse. Et je voudrais dire que le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est certainement la somme aussi de tous les combats des journalistes, de toutes les associations qui se sont battus, en tout cas depuis 20 ans. Et il ne faut pas nier tous les efforts qui ont été faits par les journalistes, de façon par les rédactions, par les organisations professionnelles, mais aussi par les organisations internationales. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on peut considérer cela comme un bon point pour le Burkina Faso, il faut qu'au niveau des journalistes, le travail, je veux dire la qualité des rendus puisse se poursuivre. C'est-à-dire que les journalistes soient plus perspicaces, qu'ils aillent plus en avant dans ce qu'on appelle les dossiers de fond. Parce qu'en réalité,
le journalisme, le vrai journalisme, c'est celui qui effectivement met le doigt sur la plaie, comme on le dit. Donc, il faut que les journalistes aillent beaucoup plus en avant, aillent beaucoup plus au fond dans les questions. C'est ça qui va permettre effectivement à ce que... Oui, justement, en tant que professionnel, je voudrais quand même poser cette question. Est-ce que c'est parce que les journalistes mettent moins les pieds dans les plats qu'ils ne sont pas inquiétés, ou est-ce que c'est une question d'autocensure plutôt que de tolérance, par exemple, des pouvoirs publics vis-à-vis des journalistes? Mais c'est évident que si vous passez le temps à faire ouverture, clôture des séminaires, vous ne pouvez pas déranger personne. Vous ne pouvez déranger personne. Mais si vous commencez à évoquer certains points, à évoquer des dossiers, à parler de corruption, à parler de malgouvernance, avec bien sûr des éléments précis, vous pouvez déranger, vous pouvez être inquiété. Vous pouvez être inquiété, j'ai dit. D'accord. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas en faisant des papiers légers, ouverture, clôture, voilà, que vous allez vraiment faire du journalisme qui fasse avancer la démocratie. Alors, j'aurais deux autres questions. André, je vais vous commencer. Quand on remarque aujourd'hui que les médias, les journaux, les radios, les télés sont devenus aujourd'hui des officines de publicité, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut encore normalement juger de la liberté d'expression quand, par exemple, on fait de la publicité? Est-ce qu'on peut réellement critiquer, analyser certains faits de la société? D'accord. Oui, je vais répondre à la question, mais je voulais dire, par exemple, par rapport à la liberté de la presse, il y a 5 critères sur lesquels on juge si un pays accorde la liberté. Et je voudrais dire que peut-être le Burkina aurait mieux pu se classer si un des critères était bien respecté au Burkina. C'est la question de l'accès aux sources d'information dans le public. Vous regardez dans les journaux, dans les radios, le critère le plus dur au Burkina, c'est l'accès à l'information. Une fois que vous avez une information qui concerne le public et que vous partez voir quelqu'un pour demander une information, il vous dit « je ne peux pas parler tant que mon chef hiérarchique ne m'a pas autorisé ». Je pense que mais il y a une loi qui est là. Aujourd'hui, il y a la loi sur l'accès à l'information. Oui, mais ça veut dire que la personne peut parler, donner de l'information sans avoir besoin de quelqu'un, puisqu'il y a une loi qui le protège, qui lui dit que tu peux donner l'information. Je pense que c'est ce critère-là qui fait que le Burkina va continuer. Peut-être, Lengani a posé la question, est-ce que ce sont les autres qui ont reculé ou bien c'est nous qui avons avancé? Mais je pense que ce critère-là va porter du mal au niveau du Burkina. Maintenant, la question que vous posez, vous savez, dans la loi, il est établi que, par exemple, un journal ne peut pas dépasser un certain nombre de pages dans la publicité. Mais vous prenez certains journaux, même les grands journaux au niveau du Burkina, c'est rempli de publicité. Effectivement, et puis l'autre chose que vous n'avez pas dit, c'est le syndrome de l'enveloppe kaki. Vous ne pouvez pas demander à des gens de vous prendre en charge pendant un travail et critiquer ces mêmes personnes. Normalement, dans les grands pays démocratiques, le journaliste même ne voyage pas avec le président. Quand le président va à un endroit, le journaliste va par ses propres moyens de la rédaction, si bien qu'il est obligé, il peut écrire ce qu'il a envie d'écrire, ce qu'il a écrit. Mais vous ne pouvez pas aller à un voyage présidentiel logé dans l'avion du président. La fois dernière, j'ai vu quelques journalistes même qui venaient d'Istanbul et qui n'étaient pas dans l'avion du président. Mais vous ne pouvez pas être pris en charge par la direction de communication de la présidence et écrire un papier contre le président ou dire ce qu'il a fait, etc., etc. Je crois que c'est de plus en plus, si ce syndrome... Et critiquer le président au retour. Oui, si ce syndrome kaki n'est pas vaincu, on a encore du chemin à faire. Évariste Konsebo, on va finir sur la seconde question dont je parlais. C'est par exemple quand on regarde aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les journalistes sont pris à partie de façon régulière, donc on insulte, on vilipende, etc. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un élément qui doit être pris en compte dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté de la presse? Parce que si les journalistes sont pris à partie, ils finiront par soit reculer, soit s'auto-censurer ou réellement rester dans leur coin. C'est vrai que quand on a vu le rang, c'est vrai que moi je me suis beaucoup étonné parce que je me suis dit que d'abord il fallait voir les critères et les domaines en fait. Et effectivement, quand on voit un peu les réseaux sociaux, et surtout particulièrement au Burkina, c'est un espace qui est l'objet, qui est beaucoup suivi par les autorités, ça il faut le dire. C'est aussi un espace d'intolérance par les acteurs même eux-mêmes et qui... Mais on remet ça sur le compte du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'encadrement sur le plan légal.
Bon, c'est vrai qu'on a suivi des débats. Hein. Il y a plusieurs fois des acteurs, comment dirais-je, des internautes, là, les lanceurs d'alerte, qui ont été l'objet de beaucoup de poursuites. Et c'est pas fini. Je pense même qu'il y en a en cours. Et si bien que c'est vrai que on a l'impression qu'il y a de l'autocensure hein, sur ces espaces-là. Parce que si vous ne voulez pas vous exposer au courroux, eh bien, parfois il vaut mieux peut-être se taire. Il y a une censure qui est là. Mais maintenant, c'est vrai qu'il a cité l'accès aux sources d'information. Moi, je dirais qu'il faut ajouter l'indépendance, les éléments qui font que quand tu n'es pas indépendant aussi, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Mais il y a aussi le contexte au Burkina qui est le contexte sécuritaire où on peut tout mettre dedans, ou sous le couvert de tout sécuritaire. Ben, et en plus, c'est vrai que les critères, moi je suis d'accord, on a cité, c'est des critères formels. Mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. C'est comme l'iceberg. La plus grande partie est immergée, on ne voit pas. Donc il y a d'autres pressions qui sont peut-être très très sournoises, qui sont là. Et c'est des répressions, c'est des objets, des moyens puissants de répression pour contraindre. On instaure carrément une omerta, ça c'est clair, il faut le dire. Hein. Il ne faut pas penser que la liberté de la presse vous permet, bien sûr dans un cadre bien légal, mais il y a des sujets qui fâchent, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Ça aussi c'est une réalité. Ouais. Merci. Quelque chose à ajouter? Non. Merci. Oui, Lengani. Oui, je voudrais quand même faire une petite critique au nom de l'État. Parce que je me rappelle que nous étions membres avec l'actuel ministre Rémi Danginou, porte-parole du gouvernement, et avec M. Chérif, qui était président de la CEP à l'époque. Nous étions membres d'une commission qui a fait un formidable travail sur les questions de défiscalisation et d'avantages divers pour les entreprises de presse. Bon, je veux espérer que comme ils sont au gouvernement, bon, ces dossiers vont avancer. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Je crois que le grand danger qui guette les Burkinabés, c'est l'intolérance dont parlait Évariste. D'accord. Parce que de plus en plus, vous avez des internautes, comme vous l'avez dit, qui tombent à bras raccourcis sur les journalistes quand ils omettent une opinion. Parce qu'un journaliste, il prend les faits, mais il a le droit d'émettre une opinion sur les faits. Or, quand un journaliste émet une opinion sur les faits, vous avez vu le déferlement qu'il y a eu tout dernièrement sur le journaliste qui a dit quelque chose qui ne plaisait pas, mais vraiment, bon. Merci, André Eugène Ilboudo. On va poursuivre avec le sommet extraordinaire du G5 Sahel qui s'est tenu donc à Ouagadougou. Tous les chefs d'État de la région du G5 Sahel étaient là. L'invité de Max était Angela Merkel, donc la chancelière allemande, qui est donc au Burkina, dans le cadre également d'une visite. Et puis, on va noter que 60 millions d'euros ont été annoncés par la chancelière dans le cadre donc, de l'appui au G5 Sahel. Et puis, elle s'est proposée donc, de faire, en tout cas, l'avocate du G5 Sahel au niveau des institutions internationales pour des financements. Alors, on revient donc au G5 Sahel. Évariste Concebo, G5 Sahel. Alors, on a dit que c'était un manchin parce que ça n'arrive pas à décoller, il n'y a pas d'argent, il faut se faire financer par l'extérieur. Finalement, les chefs d'État se sont retrouvés encore, c'est toujours le même folklore. Ben, qu'est-ce qui a changé? Sauf que cette fois, Mme Merkel est venue avec dans ses valises 60 millions d'euros pour donc G5. C'est vrai que l'Allemagne, il faut le reconnaître, c'est un partenaire de choix et de taille et qui n'hésite pas à mettre la main à la poche et qui contribue sous des formes multiformes, hein, aussi bien sur la formation, l'encadrement, les équipements. Maintenant, moi je veux bien, c'est pas l'Allemagne qui viendra organiser la sécurité dans notre zone, hein. C'est des contributions, hein. Mais maintenant, c'est comme on l'a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Maintenant, est-ce qu'avec des sujets aussi pointus, moi je n'ai jamais cru à ces histoires où d'autres personnes viennent à prendre à corps votre sécurité. C'est vous-même qui devez trouver les voies et moyens pour résoudre ces questions de sécurité qui sont des questions essentielles. Maintenant, c'est vrai, on a remarqué que tous étaient là, hein, parce que bon, ils étaient tous présents. Bon, ce n'eût été peut-être la présence de Mme Merkel. Il y a eu des sommets où ils n'étaient pas tous présents. C'est marqué donc, c'est vrai, c'est une invitée de marque et qui contribue et qui peut les aider. Et c'est ce qui a peut-être expliqué cela. Alors, André Eugène Goudou, le G5 Sahel, on le dit, ceux qui sont critiques vis-à-vis du G5 estiment que c'est vraiment une structure qui ne sert pas à grand-chose. Le Burkina est passé à la présidence. Malgré tout, le Burkina connaît des difficultés en la matière. On va même dire qu'il y a eu peut-être plus d'attaques terroristes après la présidence du G5 du président du Faso qu'avant. Alors, est-ce que réellement ce G5-là sert à quelque chose dans ce pays ou avec, par exemple, le passage de Merkel, c'est un tournant décisif? Non, vous pourriez faire l'histoire pour dire depuis quand un regroupement de pays
a servi à quelque chose pour résoudre un problème. Recherchez dans l'histoire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que vous ne pouvez pas confier votre paix à des gens qui fabriquent des armes. C'est antinomique. Les gens qui fabriquent les armes, mais il faut bien qu'ils les vendent pour nourrir. Moi, je pense que la solution qu'on pourrait proposer aux gens, c'est l'argent qu'ils nous donnent, etc. Ils n'ont qu'à donner ça aux fabricants d'armes et qu'ils nous laissent en paix. Parce que les fabricants d'armes ont besoin d'argent. Si on prenait l'argent qu'on vient nous dire qu'on va nous donner là, ils n'ont qu'à prendre ça seulement, dire aux fabricants d'armes, vous avez besoin d'argent, prenez l'argent et arrêtez de vendre les armes. Vous verrez que les chefs d'État, un peu à travers donc, le président du Faso, qui est le président de la conférence des chefs d'État, a pointé du doigt la situation libyenne où il a été demandé à Angela Merkel mais oui, de faire le plaidoyer pour que la situation libyenne soit maîtrisée. Mais oui, ceux qui ont vendu les armes à la Libye, qui les avaient stockées, c'est eux qui ont mis tout le bordel, excusez-moi du terme, à la Libye. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne crois pas à ce regroupement-là. Vous savez, les gens se regroupent pour leurs propres intérêts. Il y a des lobbies puissants derrière. Et tant que ces lobbies ne vont pas arrêter, les pays ne connaîtront pas la paix. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, c'est dramatique, mais c'est ceux qui nous proposent la paix, là, qui nous donnent du fil à retordre dans nos propres pays. Si les gens arrêtaient de lorgner sur nos richesses, si les gens arrêtaient de lorgner sur nos sous-sols et de nous mettre toute la guerre pour qu'on ne puisse pas travailler, pour qu'ils puissent venir derrière comme... Vous ne pouvez pas... Quelqu'un ne peut pas allumer le feu et aller être un bon sapeur-pompier. Ce n'est pas possible. Malheureusement, en Afrique, nous ne sommes pas assez ouverts, nous ne sommes pas assez courageux pour se dire à certaines personnes de stopper. Mais nous ne connaîtrons jamais la paix tant que ces gens-là seront derrière pour mettre le feu. Ça, alors, pas possible. Parfait. Question géopolitique ou géostratégique. Le G5 Sahel, c'est une création de la France. On voit l'Allemagne aujourd'hui qui met les pieds dans le G5 Sahel en participant au sommet, après qui tourne un peu dans certains pays du G5 Sahel. Est-ce qu'ici, il faut voir un peu une sorte de concurrence géostratégique entre l'Allemagne et la France? Non, moi, je pense que l'Allemagne est en train de rattraper un retard. Parce que vous savez que l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe, mais c'est un nez politique. Tout à fait. Parce que quand vous regardez, effectivement, le leadership politique a été assuré, quand on regarde l'UE, a été assuré par la France pendant des décennies, et notamment sur le plan de la sécurité. Et moi, j'analyse l'arrivée de Angela Merkel au Burkina comme un peu comme une porte-parole de l'UE. Parce qu'en réalité, l'Union européenne pense aujourd'hui qu'il faut déterminer en fait cette zone-là comme une politique de containment autour de l'Afrique de l'Ouest, en se disant il faut pouvoir contenir tout ce qui est terrorisme là, parce que effectivement la vague est en train de s'avancer dangereusement vers l'Europe et le reste du monde. Et moi j'ai dit aujourd'hui, tout cela nous ramène au débat important de l'unité africaine. Oui, mais l'Allemagne est dans l'Union européenne. La France aussi y est. C'est la France qui a créé le G5 Sahel. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui... En quoi l'Allemagne peut être porte-parole de l'Union européenne? Non, porte-parole, quand je dis porte-parole, je veux dire que l'Allemagne aujourd'hui est en train de prendre le lead, effectivement, en ce qui concerne ces questions de sécurité, là, parce qu'elle est en train de rattraper un retard qui avait été pris. Et moi, je ramène la question, là, comme je le disais, à la question de l'Union africaine, à la question de l'indépendance réelle de nos pays. Quand on parle de la Libye, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Les Africains n'ont pas pu se serrer les coudes pour que cette intervention-là, pour empêcher l'intervention occidentale contre la Libye. Ils n'ont pas pu. Parce qu'effectivement, ils sont toujours divisés sur ces questions. Et quand ils reçoivent leurs diktats des différents pays occidentaux, mais ils ne font que suivre. C'est ça le problème. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la situation qui est en train de se retourner dans nos pays, là, mais est due effectivement à ce qui s'est passé en Libye. En Libye, le président malien, l'ex-président ATT, c'est tout simplement braqué. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Peut-être que c'est ce qui fait peur souvent. Le chef d'État de ne pas prendre des positions... Non, mais si vous êtes ensemble, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas vous arriver. Et moi, je dis aujourd'hui, il faut qu'au niveau du G5 Sahel, là, un certain nombre de préalables politiques là, puissent être posés. Ça peut ne pas être un machin si effectivement
les chefs d'État décident d'en faire vraiment un organe. Et là, ça commence par le courage politique, en évitant un certain nombre d'actions, un certain nombre d'attitudes qui relèvent de la myopie politique. Quand on arrive à un accord où on dit la France ou l'Union européenne va financer le G5 Sahel à hauteur de 100 millions, 200 millions, mais que le matériel qui va venir doit venir de la France, bon, et des chefs d'État acceptent cela, ça pose problème. Moi, j'ai dit, le G5 Sahel peut être un organe important, mais il faut que les chefs d'État qui l'animent là sachent effectivement ce qu'ils veulent faire de cet organe. D'accord. Alors, Issa Kalengane, on va revenir un peu pour centrer sur la visite d'Angela Merkel. Elle est venue à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. C'est une visite d'abord pour le Burkina. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Qu'est-ce que l'Allemagne est un partenaire privilégié du Burkina? Mais en plus, qu'est-ce que ça a comme plus-value pour la politique nationale interne? Moi, je crois que c'est toujours bon de recevoir quelqu'un, surtout de cette trempe-là, plutôt que de se trouver soi-même à voyager tout le temps, aller emmerder les autres, les empêcher de travailler parce que nous, on ne veut pas travailler. Bon, c'est déjà donc une très bonne chose qu'on reçoive enfin quelqu'un de ce statut-là. Ensuite, au-delà de l'argent dont vous avez parlé, moi, ce qui m'a plu le plus, ce qui m'a le plus frappé, c'est le discours politique de Mme Angela Merkel vis-à-vis des Burkinabés. Elle est venue dire aux autorités du Burkina Faso ce que le peuple burkinabé lui dit depuis 3 ans, sinon depuis 4 ans. Ce que le peuple burkinabé dit aux autorités du Burkina Faso. Oui, on va rappeler qu'elle a estimé qu'il faut se réconcilier, il faut se réconcilier, il faut à l'image de l'Allemagne et, de la France. Donc le peuple burkinabé a parlé en vain à ses autorités. Il faut maintenant que l'extérieur vienne. Comme d'habitude, c'est comme ça. Hein. Bon, en Afrique, on en a parlé tout à l'heure. Et j'ai espoir qu'enfin, ça va bouger sur ce terrain-là, pour permettre effectivement de prendre à bras le corps les questions de sécurité qui se posent. Ces questions ne peuvent pas être résolues si, entre nous-mêmes, il y a des suspicions terribles. Si, entre nous-mêmes, certains peuvent trouver des raisons de se réjouir de ce que la situation est délétère. C'est ça qu'il faut, c'est des réalités face auxquelles il faut réagir avec vigueur. Et ça ne peut se faire que si, effectivement, au niveau des autorités de chacun de nos États, il y a une prise de conscience réelle par rapport au problème. Sinon, vous aurez fait un G5, même plus que ça même, ça ne pourra pas prospérer tant que les populations elles-mêmes ne seront pas directement prenant elles-mêmes à bras le corps ces questions de sécurité. Parce que c'est elles qui sont au centre, c'est elles qui sont victimes, c'est elles qui peuvent se rebeller contre le fléau et puis vont trouver des solutions. Mais pas seulement que ça vienne d'en haut, et surtout en termes d'argent. Quand vous plaignez que les gens donnent l'argent et puis les gens doivent venir de chez eux, mais quand même, il faut être africain pour se plaindre de ça. Sinon c'est tout à fait naturel, c'est normal. Je te donne l'argent, mais on a un problème qui dit quoi? L'enfant intelligent achète les beignets de sa maman. Donc si je te donne l'argent, tu achètes chez moi. D'accord. Évariste, avant que tu ne réagisses peut-être par rapport à Lengani, il y a le fait que Angela Merkel, donc l'Allemagne n'a pas que tenu un discours politique, il y a aussi, l'Allemagne a délié le cordon de la bourse, 46 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme par les forces burkinabées. Non, si, c'est vrai que 46 millions, ça fait 30 milliards. C'est quand même quelque chose qui peut impacter les événements au niveau du Burkina. Et je pense que c'est essentiellement militaire. Hein. La plus grosse part, c'est de l'équipement militaire, la formation. Ils ont fait aussi des aides additionnelles qui doivent aller, notamment au niveau de l'Est, je pense, où les écoles sont fermées, où il y a des problèmes sociaux qui sont là. Et ça, c'est un message à M. Simon qui disait que les ONG qui n'étaient pas d'accord pouvaient partir. Mais voilà, il y a des problèmes qui sont dans ces zones-là. Et c'est bien que Mme Merkel délie la bourse pour essayer de appuyer la résilience des populations. Voilà, ça c'est du concret, ça impacte la vie au quotidien des populations. Ça, c'est très responsable. C'est vrai que ça, c'est ce qui concerne donc le volet donc économique. Et bon, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi oublier qu'au Mali, l'Allemagne déploie plus de 1000 soldats sur le terrain. C'est quand même un contingent très important. Et bon, c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait donc cantonné un peu l'armée allemande, mais je pense qu'il y a une dizaine d'années, ils ont recouvré leur pleine plénitude. Ils veulent donc, effectivement, il y a un retard sur ce plan, qui veulent peut-être essayer de rattraper. Et ils le font très bien avec vraiment leur méthode. Maintenant, moi, ce qui est sur le discours des armes, des fabricants d'armes, des ventes d'armes, vous savez, le marché des armes, il y a même une expression qui est très consacrée, c'est le trafic d'armes.
C'est un monde mafieux. L'essentiel de ces mouvements, de ces opérations ne se passe pas sur le marché formel que vous et moi et tout le monde connaît. Il y a des réseaux parallèles. Et là, comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça? Ça, c'est un autre problème, un autre débat. Oui. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Très rapidement. Oui, c'est sur la. Quand même, elle est allée à l'université, donc elle reprend les traces de Macron. Mais cette fois-ci, il faut dire bravo aux étudiants parce qu'au moins, ils ont assuré. Je dirais, au moins, les questions étaient ouvertes. C'est elle qui choisissait comme professeur. Elle est quand même doctorant. Donc, elle a un docteur en physique-chimie, donc c'est comme si elle retrouvait ses élèves, et c'est elle qui, ce n'était pas préparé, et c'est elle qui interrogeait, qui levait la main. Et les étudiants ont bien assuré. Peut-être que les contextes sont différents, parce oui, que l'Allemagne n'a pas colonisé le Burkina. Quand la France venait, quand Macron venait, c'était le colon qui revenait. Attention, c'est pas pareil. C'est pourquoi je voulais rassurer que peut-être qu'effectivement, il y a deux façons de travailler. Vous avez vu que, par exemple, ceux qui étudient la langue germanique, peut-être qu'ils sont plus dégourdis que ceux qui étudient le français. D'accord. Merci. Alors, on va continuer avec un sujet plus politique, dialogue politique. On en a parlé la semaine dernière avec la sortie de l'opposition politique. Ici, c'est une sortie de l'APMP, l'Alliance des partis, la majorité présidentielle. L'Alliance est sortie et a tout simplement, c'est tout simplement étonné de la position de l'opposition qui a tout simplement fait un jeu, donc dit-il, un jeu de préalable qui laisse interrogatif. Donc c'est ce que la PMP dit. Alors donc suspecte l'opposition de ne pas vouloir aller à ces discussions-là. Alors que les textes qui encadrent bien entendu le débat républicain existent et notamment, normalement obligeraient l'opposition à y aller sans préalable. Parfait, Sylvain. Non, moi on est en face d'un parti au pouvoir qui réagit à des préalables de l'opposition. Mais n'oubliez pas que avant d'aller à un dialogue politique, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, ben, chacun se prépare comme il l'entend. C'est-à-dire, on se prépare, de quoi on va discuter, quelles sont les stratégies qu'on va utiliser. Et c'est dans ce contexte-là que l'opposition dit effectivement qu'elle pose un certain nombre de préalables. J'ai vu effectivement les préalables qui ont été posés, dont notamment... un cadre formel. Le cadre formel et puis le suivi et évaluation. Voilà, le mécanisme de suivi et évaluation. Voilà. L'opposition est tout à fait dans son droit. Parce qu'effectivement, quand on se rappelle quand on revoit certains événements de la longue de l'histoire politique du Burkina, on peut se dire, l'opposition est en droit de se demander, est-ce que ce n'est pas une entourloupe du gouvernement pour gagner du temps sur certains sujets? Mais c'est tout à fait normal qu'elle pose des conditions. Mais le parti au pouvoir, effectivement, qui s'adresse à ses militants, qui s'adresse au peuple, est aussi tout à fait dans son droit de dire, bon, vous voyez, nous voulons aller au dialogue politique, mais l'opposition n'en veut pas et tout. Mais je crois que le parti au pouvoir doit se mettre au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, à mon sens, même si l'opposition ne veut pas aller, même si l'opposition ne veut pas aller à ces dialogues politiques-là, le parti au pouvoir, en tant que, comme on dit chez les Moussi, en tant que grand frère, il doit se mettre au-dessus de la mêlée et rechercher tous les moyens d'amener, en tout cas, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit tous les acteurs intervenant dans la vie nationale là. Il faut qu'on amène tous ces acteurs-là, en tout cas, à un dialogue qui puisse permettre effectivement au Burkina Faso d'avancer sur plusieurs sujets. Pour moi, il peut très bien dire aujourd'hui l'opposition ne peut pas aller, mais ça ne doit pas être une position figée. Pour moi, il faut que le parti au pouvoir puisse avancer sur ce dossier-là pour qu'à un moment donné, on puisse avoir ce dialogue-là. En tout cas, la PMP a dit qu'il constate qu'au Burkina, il n'existe pas de crise politique ou institutionnelle qui est susceptible de provoquer la tenue d'instances ad hoc pour parler donc du préalable de mise en place d'un cadre formel. Donc, il dit qu'il faut tenir un dialogue dans les conditions du débat républicain normal. Donc, l'opposition, la majorité n'est pas pour qu'il y ait des préalables, par exemple. Est-ce que le dialogue est déjà bloqué à ce niveau? Non, mais la PMP botte en touche. Les textes ne consacrent pas que la majorité présidentielle peut parler à l'opposition. Nos textes disent c'est le président du Faso qui a l'initiative de parler avec l'opposition. Et le président du Faso appelle l'opposition pour discuter sur un certain nombre de sujets
sur de la vie de la nation. Et l'opposition dit, nous on veut venir, mais voici les questions qui nous intéressent, que nous aurions aimé aussi discuter et avoir un cadre formel. Je crois que l'agitation politique que la PMP fait, c'est dans son droit, mais à la limite, ça ne le regarde pas. Parce qu'ils sont organisés, pourquoi on les appelle la majorité présidentielle? Parce qu'ils sont au sein du Parlement, c'est eux qui sont majoritaires. Au niveau de l'exécutif, c'est eux qui sont majoritaires. Donc ils sont avec le président. L'opposition qui n'est pas représentée suffisamment, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, qui n'est pas suffisamment représentée à l'exécutif, peut parler avec le chef de l'État sur des sujets de la nation qui concernent la nation. Maintenant que la PMP veut embrouiller les pistes, veut embrouiller les gens, c'est son droit, mais ça ne va pas passer. Je crois que le chef de l'État devrait avoir la charge de dire: le problème des Burkinabés, là, ce sont les problèmes qui concernent, ce sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques concernent tous les Burkinabés. Et les problèmes de tous les Burkinabés sont des problèmes politiques. Il ne peut pas faire de l'ostracisme et éliminer une certaine frange de la partie. Je crois que les gens, en fait, sont à côté de la marmite et veulent écarter le maximum possible pour pouvoir être le plus proche possible. Mais ça nous perd pas dans la nation. André Génie, à la décharge de la PMP ici, c'est que le texte qui encadre l'opposition politique, à son article 13, dit que la majorité et l'opposition ont le devoir donc de discuter, de dialoguer directement. C'est pourquoi j'ai dit la majorité a un cadre qui est bien défini, où il a toutes les voix. Par exemple, aujourd'hui, l'opposition peut présenter un projet de loi, mais qui ne va pas passer parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Je dis le chef de l'État a avec lui l'Assemblée nationale et avec lui son gouvernement. Et je crois que le président du Faso gagnerait à écouter même les voix les plus discordantes. Parce que ce sont des Burkinabés aussi qui peuvent apporter quelque chose à la conduite de la nation. Mais je comprends la PMP qui essaie de faire de tout bois pour que personne ne s'approche du président du Faso. Mais si le président se laisse engluer dans ça, je crois que nous perdons tous. Moi, il faut que nous parlions à propos de notre nation. Moi, que ce soit X ou Y qui s'occupe, qui soit à la place la plus prépondérante, c'est très bien. Mais ce qui préoccupe les Burkinabés, c'est tous les Burkinabés. Or, l'opposition dit: nous voulons venir, mais nous avons un certain nombre de points avec lesquels nous voulons parler. Et nous voulons être sûrs que si nous parlons de ces points, et que si l'on tombe d'accord, on va suivre et on va exécuter. Parce qu'ils ne viennent pas en tant que conseillers. Vous savez, quand un conseiller donne un conseil à quelqu'un, il n'est pas lié par le conseil, et celui qui a reçu le conseil n'est pas lié. Alors, la PMP a aussi, vous êtes libre donc de revenir sur la question du dialogue politique et des préalables de l'opposition, mais la PMP a aussi évoqué la question de la négociation supposée donc, du chef de l'État avec des groupes terroristes. Ils ont simplement estimé que la ligne présentée par le chef de l'État, adoptée depuis son élection, c'est une ligne assez rigide, pas de négociations. Et donc, il s'étonnerait qu'aujourd'hui, au moment où il y a des résultats sur le terrain des forces de défense et de sécurité, qu'un tel dialogue puisse, une telle négociation puisse avoir lieu. Cette position dénote une fois de plus de leur, comment dirais-je, leur cécité par rapport à la réalité. Ça, c'est clair. Ça, c'est faire preuve vraiment d'une cécité qu'on ne peut pas qualifier. Par exemple, je prends, quand ils ignorent, ils veulent feindre d'ignorer qu'il n'y a pas de crise au Burkina. Parce que pour eux, ils disent que pour qu'un cadre ad hoc, il faut qu'il y ait une crise politique ou institutionnelle. C'est quoi une crise institutionnelle? Quand le pays est pris en otage par des grèves ou que les citoyens n'arrivent même plus à bénéficier d'un minimum de services de l'administration, c'est des éléments d'une crise institutionnelle. Maintenant, par rapport donc à la question sécuritaire, quand ils disent que la position n'a pas évolué et qu'ils gagnent du terrain, mais tous les éléments, tous les indices sont en train de démontrer le contraire. Et qu'est-ce qu'on peut gagner dans ça? C'est une crise qui a beaucoup de ramifications et dont la résolution demande la contribution de tous et dans la durée, et les actions qui vont s'inscrire dans la durée. Et quand eux, ils disent qu'ils sont en train de... Donc, pour eux, c'est du triomphalisme qui ne repose sur rien que sur peut-être... je ne sais pas, honnêtement. Je me demande s'ils vivent vraiment au Burkina. Lengani, pour terminer, pour la PMP, la majorité au pouvoir... oui, l'opposition doit aller dialoguer sans préalable. Et puis le président du Faso ne doit pas négocier. Et c'est ça sa position, il faut la garder. Moi, je pense que c'est tout à fait dans les cordes de la PMP. Et ça lui ressemble. C'est-à-dire une incohérence totale qui frise même la patrie. Et je le dis, je pèse mes mots. Quand dans un pays comme le Burkina Faso, en 3 ans, vous avez 700 Burkinabés qui sont tués, et vous dites que le pays n'est pas en crise, mais c'est extrêmement grave. C'est faire preuve d'un cynisme inacceptable. C'est parce que ce n'est pas leurs parents qui meurent. C'est parce que ce n'est pas leurs parents qui sont dans les problèmes qu'ils disent ça.
on ne peut pas dire dans la situation de ce pays-là qu'on n'est pas en crise. Ce n'est pas possible. Dire ça, c'est insulter nos La cadavres. PMP a parlé de crise politique et institutionnelle. Jusqu'à présent, les institutions, on va dire, fonctionnent. C'est bien plus que ça. Politiquement, il n'y a pas de problème. Le CFOP, cher ami, c'est bien plus que ça. Les partis politiques, la société civile, il n'y a pas Quand on va massacrer des gens à Ban, c'est quelle institution qui a massacré? Qui est accusé? Ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un problème institutionnel. Quand la justice, on massacre des gens à Yirgou, il n'y a pas une seule personne qui a arrêté. Ce n'est pas un problème institutionnel. Ce n'est pas la justice qui est en cause. Pardon. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Et moi, je dis que dans cette situation, comme l'a dit Eugène Ilboudou, il y a un problème qui est là, c'est tous les Burkinabés qui sont concernés. D'accord. Tous les Burkinabés étant concernés, chacun a le droit de dire comment il vient et pourquoi il vient. Et la PNP, là, s'ils avaient un rôle à faire, ce n'est pas de discuter sur ce que l'opposition dit, c'est ce qu'eux, ils veulent. Qu'est-ce que nous, on avance pour que le dialogue puisse avoir lieu? C'est ça qu'on leur demande. Il appartient au président de façon de juger s'il est d'accord avec des préalables ou n'est pas d'accord avec des préalables. Merci. Alors, moi, je voulais dire André rapidement. 30 secondes pour... le dommage dans cette affaire de guerre asymétrique-là, c'est qu'on ne connaisse pas les gens qui nous font la guerre de visu. Parce que tout le monde sait que toutes les guerres finissent par les négociations. Moi, j'aurais préféré que si on les connaissait, et qu'on peut aller négocier avec eux, qu'ils laissent les Burkinabés en paix et qu'on arrête de tuer les Burkinabés, que le président du Faso aille négocier. Parce qu'un Burkinabé qui meurt, c'est un Burkinabé qui de moins. Je ne peux pas dire que les temps ont changé. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, je ne sais pas le pouvoir. Mais j'aurais préféré que si aujourd'hui, dans un mois... Mais est-ce que c'est parce que le chef de l'État, selon ce que le journal a eu à dire, il y a eu des intermédiaires maliens, notamment un député, pour pouvoir mais quand les gens partent dire que le président du Faso a une façon rigide et qu'il n'irait pas négocier, ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on décourage... Est-ce qu'on décourage la négociation? Est-ce qu'on décourage le fait qu'on doit faire en sorte qu'aucun Burkinabé ne perde la vie? Moi, je dirais simplement, si on pouvait négocier pour que cette tuerie s'arrête, moi, je dirais qu'il faut aller négocier avec les pour qu'on nous laisse. Parfait, tout terminé. Non, je voulais juste dire deux choses. La première chose, je pense que ce dialogue politique-là a été lancé, a été initié par le président du Faso. Donc, tous les commentaires qu'on peut faire sur ce que la PMP dit, sur ce que l'opposition pose comme préalable, là, je pense qu'in fine, c'est le président du Faso qui doit dire qu'est-ce que je pense des préalables, qu'est-ce que je pense de ce que la PMP dit. Premier élément. Deuxième élément, quand on dit, je ne suis pas d'accord avec Lengani quand il dit il y a crise parce qu'il y a 300 personnes, il y a crise institutionnelle parce que Yirgou, c'est l'armée qui est accusée. Non, je ne pense pas que... Ban. Je ne Selon pense, ce qu'il dit, c'est ban. je ne pense pas que c'est parce qu'une institution est accusée qu'il y a crise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, quand on dit il y a crise politique, il y a crise institutionnelle, là, et allez-y nous démontrer que l'État aujourd'hui là, est complètement en faillite parce qu'il y a une institution qui est complètement partie et on dit ça ne peut pas fonctionner. Non. Le débat va se poursuivre parce qu'on aura des interventions. Donc les téléspectateurs peuvent appeler toujours pour s'inscrire et puis on les rappellera pour prendre leur intervention et puis on va débattre avec tout le monde ici. Oui, une seconde. Oui. Le pays est vraiment en crise, Silga. Le pays est vraiment en crise. Pratiquement aucune institution ne fonctionne. En dehors de la présidence du Faso qui se balade, qui peut se promener n'importe comment. En dehors d'elle, je ne vois pas qui n'est pas en crise dans ce pays-là. Dites-moi, l'enseignement est en crise. Des écoles sont fermées. Des milliers d'enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que ce n'est pas une crise, ça? On prend le secteur des finances. On a perdu près de combien? 300 milliards, dit-on. Oui. Pourquoi? Parce que des gens refusent de travailler. Pourquoi? Parce que leurs biens ne sont pas pris en compte. Mais on ne va pas égrener tout ça ici. On va avancer. On va y aller. C'est la notion de crise qui fait débat. Tout simplement, c'est que la gouvernance requiert quand même de la prévision, il faut prévoir. D'accord. Il ne faut pas attendre, parce que là, nous voyons des conditions qui sont en train de se réunir pour réaliser une grande crise et qui peut même entraîner la faillite de l'État. Donc, il faut anticiper. D'accord. C'est dans ce Merci. On va continuer avec les téléspectateurs qui sûrement vont appeler pour revenir sur le sujet. On termine au plan national avec le Ashkroun. On va dire qu'il vend bien sa justice transitionnelle, mais question, le Ashkroun a fait une sortie, a fait des plaidoyers, a fait un séminaire avec le gouvernement, a rencontré les médias.
Ok, mais de quoi parle le Ashkroun quand elle dit justice transitionnelle? De quoi parle le Ashkroun? Mais bon, je pense que la justice traditionnelle vient en complément à la justice classique. Parce que pour caricaturer, la justice classique c'est bien symbolisé avec le glaive et qui a deux balances au bout du glaive. Et la justice est là pour trancher. C'est le glaive qui tranche et qui sépare. La justice traditionnelle, je dirais, pour le prendre l'image, ce serait l'image du fil qui vient et qui essaie de recoudre les parties. Parce que quand vous partez devant la justice traditionnelle par rapport à un problème, les gens ressortent du tribunal tirés chacun de son côté, séparés. Or, nous voulons dans une nation comme la nôtre que même les protagonistes continuent à vivre en paix. C'est pourquoi nous continuons à dire, dans un pays, on ne se réconcilie pas avec ses amis, on se réconcilie avec ses ennemis. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, et de plus en plus le discours nous le montre, les gens disaient, au début, je croyais que c'était les politiques qui avaient des problèmes avec la réconciliation, mais aujourd'hui, tous les Burkinabés ont des problèmes avec la réconciliation. Parce que quand vous regardez comment nous circulons, quand vous regardez l'intolérance dans la presse, quand vous regardez l'intolérance dans les réseaux sociaux, je pense que les Burkinabés ont besoin de désarmer leur cœur. Et c'est pourquoi j'ai dit, je voudrais terminer. Ça, c'est le discours qu'on a attendu depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qu'on demande, qu'est-ce que le Ashkroun propose concrètement comme schéma? Est-ce qu'au Rwanda, on a vu les tribunaux de Tchatcha, est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que, par exemple, pour le procès du push de 2015 ou pour les dossiers comme Norbert Zongo, comme Thomas Sankara, il faut passer à d'autres schémas plutôt que moi, je crois qu'il y a un autre schéma qu'il faut passer. Vous voyez, tout le monde essaie de nous vendre le triptyque vérité, justice et réconciliation. Si nous prenons la réconciliation comme l'aboutissement de quelque chose, peut-être qu'il ne faut pas le voir d'une manière linéaire, peut-être qu'il faut le voir d'une manière triangulaire. La réconciliation est au bout. Mais vous avez des dossiers actuellement dans le Ashkroun qui n'ont plus besoin de vérité, puisque la vérité est déjà faite. C'est simplement on appliquait la justice là. La réconciliation serait là. Donc si vous avez un dossier, le dossier n'est pas linéaire. On n'est pas obligé de faire vérité, justice et réconciliation. Mais il y a des dossiers qui ont besoin seulement de justice. Et dans les dossiers du Ashkroun, il y a des gens qui disent, moi ce que je veux simplement, c'est qu'on applique la justice sur le dossier sur lequel on est abouti. On n'a même plus besoin de le faire la vérité, puisque la vérité est déjà faite. Il y a des gens même qui ils ont été brimés dans leur corps et dans leur chair, qui demandent simplement à ce qu'on les écoute et à ce qu'on fasse quelque chose pour eux. D'accord. Alors, donc, le triptyque, et les gens veulent nous emmurer dans un seul schéma. J'ai dit, il y a des dossiers qui ont besoin de vérité, de justice et de réconciliation. Il y a des dossiers qui ont besoin de justice et de réconciliation. Et puis il y a des gens qui sont prêts à aller parler entre eux. C'est ça, c'est tout cette triptyque-là. C'est ça la justice traditionnelle de dire chaque dossier est un cas. On ne peut pas appliquer à chaque dossier un et unique schéma. D'accord. Alors, Évariste Konsebo, on est toujours dans ce débat, mais il y a des oppositions parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout partants. On a entendu le triptyque justice, vérité et réconciliation est préféré donc à tout autre schéma. Oui, c'est le schéma classique parce que les gens estiment qu'il faut sanctionner. Mais avant d'ouvrir la question de la réconciliation, mais est-ce que la sanction peut tout réparer? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des voies. Et effectivement, moi, je suis surpris qu'ils aillent au Rwanda, dans d'autres pays pour s'inspirer. Parce que je trouve que même dans nos terroirs, il y a des mécanismes internes très efficaces de réconciliation, il y a des modèles, il y a des schémas. Donc, bon, encore, on n'a pas inventé le monde, nous, la roue. Hein. En Afrique du Sud ou au Rwanda, ils sont partis sur leur propre valeur. On a vu, par exemple, des cas où c'est ce soir le Moro dans les palais, en tout cas des rois, ou même Sarah Sirémé au niveau de... C'est ce que je veux dire. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur la Lune pour aller nous trouver un modèle. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver... Une fois qu'on aura... Le problème, c'est l'opérationnalisation. C'est un. Une fois qu'on aura trouvé le schéma, maintenant, il faut circonscrire les dossiers. Parce que vous avez des dossiers comme celui de Thomas Sankara. Moi, je veux bien qu'on fasse la justice. Mais je dis, mais comment est-ce qu'on va rendre justice aux suppliciés que Thomas Sankara, lui-même, avec le CNR, a fait fusiller? C'est des êtres humains aussi. C'est ça, je dis, il faut faire très attention dans notre pays. À force de vouloir tirer, finalement, on peut arriver à casser la corde. Et c'est pas, ce qu'on recherche, c'est réconcilier les Burkinabés. Ce n'est pas les écarter, et ce n'est pas à travers un mécanisme de justice les séparer davantage, creuser des fossés. C'est la réconciliation qui doit être en vue. Voilà. Issa Kalingani, alors,
on écoute toujours le Haskoun, mais est-ce que le Haskoun lui-même n'a pas un problème pour définir clairement son schéma de justice transitionnelle? Quand on écoute André Eugène Ilboudo, qui est un peu plus avancé sur le dossier, on parle à la fois de faire une justice qui est transitionnelle ou de faire une justice qui est classique, selon les cas. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de précision dans ce processus-là? Oui, moi je pense que le Haskoun seul ne peut pas décider de la voie. Le Haskoun fait des propositions et il appartient à l'ensemble de la société de répondre à ces propositions-là en les améliorant forcément. Parce que, et il faut reconnaître le Haskoun le courage d'avoir osé faire cette proposition-là, contre laquelle même des institutions religieuses se sont élevées. Parce que dans ce pays, c'est quoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont blancs comme neige. Eux, ils n'ont rien à se reprocher. Mais alors que ce sont les pires ennemis de ce peuple, soit ils ont volé, ils ont mis des gens dans la misère, soit ils ont été acteurs de meurtres terribles. Je dis, il faut savoir raison garder ce pays-là. On est tous co-responsables de la situation de notre pays. Il est vrai, chacun a des degrés divers, mais nous sommes tous co-responsables. Et c'est ensemble qu'on doit s'asseoir pour trouver une solution. Sinon, le triptyque vérité, justice, réconciliation. Mais ça marche si on s'entend sur ce que c'est que la justice. La justice, c'est quoi? Est-ce que c'est le bazar que fait le tribunal militaire? La justice, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que fait actuellement la justice? On a des gens qui sont massacrés à Yirgou. Aucune personne n'est aujourd'hui inquiétée. C'est ça la justice? Si c'est sur ça que les gens veulent s'asseoir pour dire vérité, justice, réconciliation, je dis non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'on est tous responsables et c'est la raison pour laquelle il faut trouver un système qui permet effectivement à tout le monde de s'asseoir. Et on trouve comme l'a dit Eugène, il y a des dossiers qui n'ont même pas besoin surtout devant des institutions. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement les mettre en contact pour pouvoir échanger, trouver entre eux des situations d'arrangement. Il y a des victimes qui sont là, qui ont besoin d'être réparées. Il y a des situations où des familles entières souffrent à la recherche même du petit minimum là pour scolariser les enfants. Et parce que c'est la justice qu'on attend, ces enfants-là ne vont pas faire l'école. Tout ça, c'est une situation de responsabilité. Parfait. C'est la question. J'ai bien l'impression que ce qu'on doit mettre dans la justice traditionnelle n'est pas encore très bien connu. Et ça, mais au Rwanda, il y a eu les tribunaux Tchatcha. Oui, en Afrique du Sud, il y a eu la commission de justice. Mais on ne va pas faire l'erreur de transposer ce qui a été fait au Rwanda. Est-ce qu'au Rwanda, c'est une erreur? Parce que non, on ne Après fera le pas. Ils ont retrouvé la paix. Je veux dire que le contexte du Rwanda est différent de celui du Burkina Faso. Et donc, on ne va pas transposer ce qui a été fait au Rwanda, en Afrique du Sud, au Burkina Faso. Donc, trouvons le moyen de dire au Burkina Faso, voilà ce que nous entendons par justice transitionnelle. À partir de ce moment, tous les acteurs là vont être sensibilisés à cela et puis on va arriver effectivement au moyen de l'opérationnaliser. Sinon, jusqu'à présent, on entend qu'il y a eu des séminaires avec le gouvernement, avec les parlementaires, avec la presse. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on entend par justice transitionnelle au Burkina Faso? Moi, je ne sais pas. J'écoute pour la première fois André Eugène Ilboudo donner quelques explications, mais j'avoue que c'est la première fois que... Le Haskoun a fait quand même des sorties. Il y a eu... je vous ai expliqué, ils ont donné un rapport au chef de l'État. Ce que je voulais ajouter, vous savez, pour la réconciliation, il y a un préalable fondamental que tout le monde essaie de balayer de revers de la main. Pour vous réconcilier, il y a un minimum d'honnêteté qu'il faut avoir dans la réconciliation. Et j'ai l'impression que ce socle-là, au Burkina, tout le monde joue au faux type. Tant qu'on ne sera pas humble, tant qu'on ne sera pas honnête vis-à-vis de nous-mêmes, on ne pourrait pas avoir la réconciliation. Cela dit, au niveau du Burkina, il y a une cartographie que le Haskoun vient de faire sur les acteurs de la réconciliation. Vous savez, à la CRNR, il y avait déjà une étude qui avait été faite où on avait regardé dans nos valeurs traditionnelles quels étaient les socles quand il y avait un problème dans une société, sur quoi se basait-on pour se réconcilier. On a une étude qui a été faite. Aujourd'hui, il y a une étude qui est en train d'être encore faite sur la cartographie des mécanismes de réconciliation au niveau du Burkina. Je crois qu'on va arriver à trouver quelque chose qui soit profond, mais ce que l'on peut appeler à tous les Burkinabés, c'est de dire nous n'avons pas autre chose que de nous réconcilier. Si nous ne nous réconcilions pas, nous allons tous mourir et nos enfants vont mourir. Je vous pose une dernière question sur la question de la réconciliation, de la justice transitionnelle. Est-ce que c'est une question plutôt de volonté politique que de schéma?
Moi, je dirais oui. Parce que si on veut se réconcilier, et la volonté politique, là, ce n'est pas seulement ce qui nous gouverne. Hein. La volonté politique, c'est dans chaque Burkinabé. Est-ce que chaque Burkinabé, de toutes les façons, j'ai déjà dit une fois, vous savez, dans une nation, vous avez toujours un élément majeur qui vous revient une fois par génération. Et si vous loupez ça, vous n'arrivez pas. Cette fois-ci, notre atout qui nous est arrivé, c'est de dire au Burkina, nous avons l'impérieuse nécessité de nous réconcilier. Si nous ne nous réconcilions pas, nos enfants vont périr. Parce qu'il fut un moment où la journée nationale de la réconciliation était un atout pour les Burkinabés. Nationale du pardon. Oui, où les Burkinabés l'ont boycotté et l'ont laissé passer. Parce que la journée du pardon était considérée comme quoi? Ça veut dire que les Burkinabés devraient dire, écoutez, pour nous pardonner là, peut-être qu'entre nous qui sommes ici 5 là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une dent contre quelqu'un. Faisons la paix entre nous avant d'arriver à cette journée. Mais à un moment donné, on a cru que c'était l'argent qui réconciliait les gens. Et on a... D'accord. Alors, malheureusement, parfait, ça foire. Vous quelque chose sur ça? Est-ce que question de volonté politique ou question simplement ou question des schémas en réalité? Je crois que les deux, c'est important de le dire parce que en réalité, quand on parle de volonté politique, effectivement, à un moment donné, quand on parle de la justice traditionnelle, là, il faut à un moment donné que le gouvernement, que le président du Faso prenne une décision par rapport à cela. Au-delà de ce que les acteurs politiques peuvent penser, il faut qu'il y ait une décision politique qui soit prise par rapport à ça. Mais en même temps, le schéma là est important parce que les Burkinabés, pris individuellement, doivent se retrouver dans ce schéma. Voilà pourquoi je dis, le schéma là doit intégrer les différentes situations qui sont arrivées et qui sont arrivées. Quand on prend les dossiers que le HCOUN est en train de traiter, il y a beaucoup de situations. Il y a différentes sortes de problèmes qui sont arrivés, que les Burkinabés, que des familles entières subissent. Et je pense qu'il faut tirer l'essentiel de toutes ces situations et pouvoir proposer des schémas. D'accord. Moi, je dirais politique parce que c'est une thématique qui est éminemment politique. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de contentieux politiques, or que ce sont les acteurs politiques. Donc, ce qui fait que ça grippe quelque part. Lengani, est-ce qu'il n'y a pas aussi question de l'indépendance de la justice? Est-ce que si la justice se mettait aujourd'hui à fonctionner dans l'idéal, est-ce qu'on parlerait de schéma de justice transitionnelle et tout ça? Vous avez mis le doigt sur le vrai problème. C'est parce que la justice ne fonctionne pas normalement qu'on est obligé de chercher à se réconcilier. C'est ça, même au Rwanda, partout, c'est ça qui s'est passé. C'est parce que la justice n'a pas été capable de jouer son rôle que les gens ont dû inventer d'autres systèmes pour s'en sortir. Bon, maintenant, c'est la question de la volonté politique. Là, bon, moi, je doute beaucoup qu'il soit une question de volonté politique. Parce qu'on a vu, avec Blaise Compaoré, il y a eu la volonté politique matériel de résoudre dans la réconciliation. Il y a eu des propositions qui ont été faites, effectivement, par l'exécutif. On a vu le collège des sages, par exemple. Une partie de la société n'a pas suivi. On n'a pas suivi le rapport du collège des sages. Bon, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si Rochma Christian Kabila dit, bon, je veux la réconciliation, est-ce que les gens vont suivre? Ça m'étonnerait. Et je suis plutôt d'accord avec Eugène, qui dit qu'il appartient à chaque Burkinabé d'abord de prendre conscience de la situation. Mais de savoir qu'un enfant massacré à Yirgou est aussi important que celui qui l'a massacré. Merci Issaka Lengani. On va terminer avec toi sur ce sujet-là pour parler international, actualité internationale, plutôt au Bénin. À côté, il y a eu des législatives, taux de participation 27,1%, annoncé par la Cour constitutionnelle, qui estime que, bon, malgré tout, une élection où on n'a eu que des partis de la majorité, l'Union progressiste et le Bloc républicain, donc c'est des partis de la majorité, l'opposition a un boycotté. Et puis au lendemain des élections, Yahi Boni et Nissofo Soglo ont appelé le président Talon à annuler ces élections-là qu'ils ont qualifiées de coup d'État électoral. Et puis par la suite, on a vu un peu de tension monter dans le pays. Évariste Konsebo, la question aujourd'hui, c'est vraiment le Bénin. Est-ce que le Bénin qui a été présenté comme l'image de la démocratie naissante en Afrique est en train aujourd'hui de prendre comme un avis de l'eau? L'image de la démocratie naissante, c'est un, et de deux, M. Talon, n'oubliez pas qu'il a été brillamment élu. Les gens disent que c'était démocratique, c'était le Messie, les gens applaudissent et tout. Maintenant, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est peut-être aussi une limite aussi de ce modèle, peut-être béninois, qui atteint ces limites. Parce que quand on regarde ce par quoi le problème est venu, c'est quoi? C'est des députés qui ont été élus par le peuple et qui sont allés, qui ont modifié une loi électorale, laquelle loi a exclu
des partis. Donc, en fait, M. Talon, du point de vue légal, on va dire que c'est le mécanisme démocratique qu'il appliquait, puisque la modification de la loi électorale a été par le fait des députés qui ont voté. Donc, il n'y a rien à dire sur ce plan. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a un fossé entre ce que, apparemment, les députés n'ont pas suivi la volonté du peuple, puisque la volonté populaire s'est exprimée. Ce n'est pas différent de ce qu'on a eu ici aussi. Hein. Alors, la question de consensus, une rupture de consensus dans un pays à tradition démocratique où on négocie beaucoup de choses, on a connu vraiment la confiance nationale et tout ce qui a été mis comme soubassement de la démocratie qui est un peu plus consensuel. Aujourd'hui, on se retrouve avec un pays en tension. On a même vu les images de la tentative d'arrestation de Yahi Boni, etc. Est-ce que ça ne pose pas vraiment de problème? Oui, ça pose un véritable problème. Ça, de mon point de vue, ça explique que partout où il y a exclusion, il y a problème. Ça, c'est clair. Quel que soit le socle sur lequel l'exclusion s'assoit, elle crée des problèmes. Effectivement, le Bénin, on le connaît tous comme étant un exemple vraiment pratiquement parfait, en tout cas en Afrique, particulièrement dans la sous-région de démocratie, où effectivement bon, les acteurs politiques se parlent, les instances se tiennent régulièrement, etc. Bon, mais le fait d'avoir voulu exclure des gens crée automatiquement un problème. Bon, ça s'est vu ici, ça s'est vu partout. Mais là, c'est l'opposition qui a refusé d'aller aux élections. Oui, mais on n'a pas exclu l'opposition. Parce que les textes qui ont été pris excluent des Béninois de la course. C'est ça. On les a exclus légalement. Bon, c'est comme au Burkina Faso ici. Si vous prenez la loi électorale, elle exclut la diaspora de manière mécanique. C'est un fait. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Si on prend sur la transition, on a vu la même chose. La loi a exclu des Burkinabés. Bon, ça a donné ce qu'on sait. Bon. D'accord. Bon, donc, moi, je dis que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les Béninois retournent vraiment à la case départ, c'est-à-dire réapprennent à se parler. D'accord. Alors, on va prendre un téléspectateur qui est en ligne, et puis on revient avec... Allô? Oui, bonjour, Monsieur Boureima Yambré, qui appelle de Ouargaï. De Ouargaï, oui, sur le sommet. Sur les deux sens Sahel. D'accord, allez-y. Voilà, vous savez, au début de la lutte contre le terrorisme, j'avais demandé à ce que tous les États africains s'unissent pour vraiment se prendre contre la femme, contre surtout Sarkozy qui avait détruit la Libye. Les gens croient que je m'amusais. C'est à faire que les gens se rendent compte que non, c'est la France qui est à l'origine de ça. Et ma grande inquiétude, je ne sais pas pourquoi les États occidentaux qui vendent des armes avec les terroristes, qui ont créé et qui nourrissent les terroristes, sont en train de venir encore pour aider le G5 Sahel. Moi, je trouve que cette liste-là ne peut jamais aboutir. Parce que, à qui profite le terrorisme? Je me dis ici que ce sont les Occidentaux. Que les mêmes personnes qui viennent vendre les armes avec les terroristes, qui pillent nos ressources, et ils reviennent encore dire qu'ils veulent nous aider. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons d'abord nous unir pour dire non au terrorisme entre nous-mêmes. Voilà. Maintenant, il y a certains pays qui sont là, ils sous-traitent avec les terroristes pour que leurs pays ne soient pas attaqués. Mais on vient nous aider, alors que nous allons toujours payer. Même s'ils vont vaincre le terrorisme là, nous allons encore payer plus que ce qu'ils nous ont aidés. Donc, je trouve ici que c'est une colonisation, néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Je me dis ici que tous les pays africains, touchés ou non touchés par le terrorisme, doivent s'unir pour lutter contre cela. Sinon, ceux qui viennent dire qu'ils vont nous aider, ce n'est pas pour nous aider. Ils ont leurs intérêts. Donc, ils ne peuvent pas calmer. C'est pour eux seulement vendre leurs armes. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Yambré. Allô, il est parti. Moi, je voulais justement, dans la lancée, parce qu'il dit qu'il appelle à l'Union africaine, moi, ça me fait sourire. Quand on était en train de détruire la Libye, même le Burkina qui a bénéficié de beaucoup d'investissements libyens et tout, même qui était très proche de Kadhafi, je ne me rappelle pas s'il y a eu une note officielle même pour protester. Donc, qui viennent dire que les États africains doivent s'unir, pour moi, je n'y crois pas du tout. D'accord. Alors, oui, sur le Bénin, moi, je voulais pour terminer notre... Bon, c'est vrai que quand Patrice Talon est arrivé, il avait fait des annonces et on disait voilà un pays qui va progresser. Par exemple, il a dit moi je ne vais plus me représenter, la prochaine fois je fais qu'il ferait un mandat. Et puis il va aller. Mais je crois que Patrice Talon s'est laissé gagner par la rancune.
Vous vous rappelez de l'histoire de l'empoisonnement? Tout à fait. Oui. Et je crois que dans un certain pays, à un certain niveau, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Maintenant, c'est vrai que les députés ont voté une loi, mais il faut que Patrice Talon se rappelle qu'il est le garant de l'unité nationale. Et s'il y a des faits qui excluent des gens comme l'a dit Lengani, il ne devrait pas entériner ça. Ça, c'est de un. Et ensuite, il y a deux de ses prédécesseurs qui lui parlent. Je crois qu'il doit avoir l'humilité de les écouter. Parce qu'ils se sont assis dans le fauteuil là avant lui. Et certainement, quelqu'un va s'asseoir dans le fauteuil là après lui. Si lui, il n'a pas l'intelligence d'écouter ceux qui sont passés avant lui, ceux qui vont venir après lui ne l'écouteront pas. Et c'est hors, en principe, dans un pays, comme dit Maître Passeré, la termitière apporte de la terre à la termitière. L'histoire ne se détruit pas. L'histoire se construit en ajoutant quelque chose. Et je crois que ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, c'est vraiment dangereux pour tous les Africains. Parce qu'encore une fois, on est en train de nous démontrer qu'une fois qu'on est au pouvoir, on a cure de tout ce qui reste. Et c'est ça vraiment qui est dommage pour les Béninois. Parfait. Et pour les Africains. Patrice Talon a dit qu'il fait un seul mandat. Donc c'était vraiment le prototype du démocrate, etc. Aujourd'hui, mettant pied réellement dans la politique politicienne, il semble reprendre les mêmes tares que on a l'habitude de voir avec la politique. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est peut-être à un virage où Patrice Talon reviendrait peut-être sur cette promesse de faire un mandat? Non, même quand il disait qu'il voulait faire un mandat, il n'était même pas sincère. Oui, parce qu'en réalité, d'abord, il n'était pas sincère. Deux, ce n'était même pas bon pour le Bénin. Parce que quand vous faites un seul mandat, ça veut dire quoi? Vous pouvez faire, excusez-moi le terme, n'importe quoi en 4 ans, 5 ans. Parce que de toute façon, vous savez qu'après 5 ans, vous n'avez pas la sanction du peuple. Il n'y a pas de redevabilité. Deuxième chose, et moi j'ai dit, je n'ai jamais cru à Patrice Talon. Pour moi, c'est un homme d'affaires qui est arrivé à la tête du Bénin, qui est arrivé pour continuer ses affaires. Et quand vous regardez, la première décision, je vous rappelle, la première décision que Patrice Talon a prise, c'est concernant les cotons, pour se faire rembourser les sommes que l'État lui devait. C'est la première décision qu'il a prise. Bon, je n'ai si c'est normal que l'État lui doive, où est le problème? Je n'ai pas été, mais ayons un peu de décence. Un peu de décence. Et moi, je n'ai jamais cru en ce monsieur. Et pour moi, ce qui est arrivé là, mais c'est tout à fait normal. Il a piégé l'opposition. En septembre 2018, quand on votait le code électoral là, c'était bien clairement dit le cautionnement, toutes les conditions des candidatures. Mais qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition n'a pas pu bloquer effectivement. Je pense que c'est à ce moment-là. Mais à l'Assemblée, c'est la loi de la majorité. Oui, d'accord. Mais c'est à ce moment qu'il fallait arrêter Patrice Talon. Merci. Alors, on ne l'a pas arrêté maintenant. Il faut être sûr que ce qui va continuer là, mais ça va être... D'accord, il a déjà tourné les talons, il est parti. Donc, alors, on va prendre le deuxième intervenant, M. Seydou Ouedraogo, appel de Ouaga, sur la sortie de la PMP. Allô? Oui, M. Ouedraogo, allez-y. Ok. Bonjour les invités. Juste avant d'aborder mon point, je voulais faire juste une petite parenthèse. Je voulais simplement dire que la justice et la vérité sont les socles, pour moi, de mon point de vue, sont les socles de la réconciliation. Pour dire que le processus d'indemnisation et de réconciliation interviennent forcément en amont, et plutôt en aval plutôt qu'en amont. Pour prendre le cas de notre pays, tout le monde se rappelle qu'il fut un moment où, dans le cas du pardon, on a dû indemniser certaines personnes. Mais bon, le problème est demeuré. Jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de réconciliation. Maintenant, parlant de la sortie de l'APMP, je dirais que les deux entités, majorité et opposition, chaque entité, j'allais dire, a sa raison, a raison d'ailleurs. Parce que, vous savez, l'opposition a raison d'être méfiant par rapport à l'offre, j'allais dire, politique de la majorité. Mais quand on voit aussi l'intervention de l'opposition, la majorité a bien entendu aussi raison de se
cette sortie parce que, bon, voilà, chacun veut tirer la couverture vers soi. Et pour moi, parlant de crise, je ne pense pas qu'à ce niveau, on puisse parler vraiment de crise qui nous empêche de faire ceci ou cela. À partir du moment où les dispositions légales nous permettent d'avoir les deux entités dans le dialogue, moi je pense qu'il faut aller au dialogue et ne pas poser vraiment des préalables qui vont nous empêcher vraiment de dialoguer. Parce que d'un premier dialogue peut naître forcément un deuxième dialogue. Et lorsque le dialogue est promis, moi je pense que c'est l'ensemble des Burkinabés qui gagnent. Et même parlant de crise, je crois que M. Lengani justifiait un peu le terme crise en parlant de Yirgou et puis de Ban. Non, moi je pense que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette façon de justifier parce que le massacre de Yirgou, ça, en aucun cas pour moi, en aucun cas cela n'a créé une crise au sein de la justice au point que la justice ne puisse pas fonctionner. C'est la même justice depuis Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui et continue de fonctionner. Peut-être même maintenant, elle est plus à l'aise parce que on n'est plus lié directement, j'allais dire, la magistrature n'est pas liée au président, mais maintenant il y a cette indépendance qui lui permet quand même de... même si certains critiqueront, en tout cas moi je pense qu'il y a cette indépendance. Monsieur Ouedraogo. Maintenant, il reste au juge maintenant de faire valoir l'indépendance. Maintenant, parlant aussi du massacre, si vous me permettez le terme. Allez-y très rapidement. Ok, d'accord, je viens rapidement. Je parlerai aussi peut-être de neutralisation à Ban. Là aussi, je ne vois pas en quoi cette neutralisation-là pose un problème institutionnel au sein comment on appelle ça, des militaires. Je ne vois pas en quoi, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la défense, notre défense, nos FBS, les gens ne puissent pas fonctionner correctement parce qu'il y a eu une neutralisation à Ban. Monsieur Ouedraogo. Oui. Merci, vous avez été un peu long. C'est juste ce que je voulais relever. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci, bonne journée. Oui. Effectivement, il faut qu'on essaye d'expliquer un peu nos pensées. D'accord. Parce que, c'est-à-dire, nous disons que la crise institutionnelle, ce n'est pas forcément un blocage des institutions. C'est-à-dire, ça peut être des dysfonctionnements au niveau institutionnel, que ce soit même qui créent des problèmes. Et ces problèmes-là, accumulés, peuvent bloquer l'appareil, le fonctionnement de l'État, que ce soit dans le domaine sécuritaire. Pourquoi est-ce qu'actuellement, nous avons des problèmes? Parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau des institutions qui sont chargées de prendre en charge les questions sécuritaires. Ça, c'est un. Donc, les grèves, il y a des conséquences. Et quand il y a grève, c'est que forcément, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement institutionnel. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire quand même qu'il y a les éléments qui sont en train d'être réunis pour une crise institutionnelle. Et il ne faut pas attendre, il faut anticiper. Je vais juste noter que... Oui, allez-y, en attendant le prochain. Voilà, j'ai compris que pour notre auditeur, Blaise Compaoré est poursuivi, dont la justice est indépendante, elle fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Voilà la manière... Vraiment, je ne vais pas qualifier, mais je dis que c'est un point de vue, fort heureusement, et je suis sûr que les Burkinabés ne passent pas comme ça. Parce que les questions de justice, ceux qui sont massacrés à Ban, que Blaise Compaoré soit les tout passent par leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est que ceux qui les ont massacrés soient jugés. Ouais. À Ban, c'est la même chose. On ne peut pas parler ici de tout. Nous sommes aussi tenus par un certain nombre de devoirs. Ce qui s'est passé à Ban, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on est bien placé pour dire que c'est effectivement un problème au sein de l'armée. D'accord. Et ça, on ne peut pas parler de neutralisation. On ne peut pas tuer des gens et puis parler allègrement de neutralisation comme ça. Je pense que ce n'est pas responsable. Merci. On va prendre le troisième téléspectateur, M. Yonli, Claude, qui appelle de Diapaga. Et lui, il revient sur le sommet du G5 Sahel. M. Yonli. Oui, bonjour, M. Lukman. Bonjour à vous, là-bas. Ok, merci. Je salue à tous vos invités. Sur le sujet de G5 Sahel, moi, personnellement, depuis qu'on parle de G5 Sahel, je ne vois pas ce qui s'ensuit les terrains. À tout temps, les présidents ils font des rencontres partout, de gauche à droite.
On dit aux gens, on demande aux partenaires de nous aider, de nous financer. Je ne peux pas comprendre qu'on veut lutter contre le terrorisme. Et on demande les gens qui fabriquent les armes, des gens qui utilisent les armes, ceux qui vivent de la fabrication des armes, de nous aider. Comment ces gens-là peuvent nous aider? Du moment quand ils vont nous aider à combattre ce terrorisme, ils vont plus vendre les armes. C'est pas possible. On parle de terrorisme, c'est quoi? C'est un marketing d'armes. S'il n'y a pas de terrorisme, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ils vont faire comment pour que les armes sortent? Monsieur Yonli, oui? Peut-être qu'il y a une rhétorique qu'il faut peut-être, sur laquelle on doit peut-être s'entendre. Les États européens sont différents des firmes qui fabriquent les armes. Il y a les États et il y a ceux qui fabriquent les armes, qui sont les fabricants d'armes. Donc ici, ce sont les États qui demandent à aider le G5, ce ne sont pas les entreprises ni les fournisseurs d'armes. Ok, merci. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous dites que ce sont les États, c'est quoi? Mais les gens qui fabriquent les armes, ils vivent dans cet État. C'est parce qu'ils ont eu l'autorisation de fabriquer des armes qui vivent dans cet État et qui fabriquent les armes. D'accord. Est-ce que vous écoutez? Allez-y, oui, tout à fait. Voilà. C'est pour vous dire que si nous, on va continuer à collaborer ces gens, ces gens-là qui vont venir nous aider à combattre le terrorisme, même dans 100 ans, on ne va pas s'en sortir dans ce problème. Peut-être pire même encore, ils vont faire tout petit pour que les terroristes vont finir avec nous et puis ils vont venir occuper à notre place. D'accord. Alors, vous avez une solution, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous, les journalistes qui êtes sur le plateau, vous qui êtes sur le plateau, depuis qu'on parle des G5 on n'a pas pourquoi. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Dites la vérité, je ne dis pas que non, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu amélioration? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Alors, mais qu'est-ce que vous faites quoi comme proposition? Est-ce qu'à votre niveau, Monsieur Yonli, oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition? Est-ce que vous avez une proposition? Voilà. Le G5 Sahel, on supprime, nos pays n'écoutent plus les pays occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une proposition concrète? Pour moi, ma proposition, c'est simple. La première des choses, je demande que nos dirigeants, les présidents du G5 Sahel demandent les armées occidentales qui sont sur notre territoire de partir. Ils n'ont qu'à partir et nous, on va savoir comment on peut faire pour sécuriser notre pays. Merci, M. Yonli. Merci, M. Yonli. Alors, je vois que ça demande la parole ici. En fait, pour parler de cela, très rapidement, les pays qui on a juste 5 minutes. Je crois qu'il y a un seul pays au monde qui ne fabrique pas des armes et qui n'achète pas d'armes, c'est l'État du Vatican. Et d'ailleurs, ce leader mondial là avait dit une fois. Mais le Burkina n'en fabrique pas non plus. Oui, mais le Burkina achète des armes. J'ai dit qu'il ne fabrique pas et qu'il n'achète pas. Je disais, vous savez, la paix est possible, mais la paix aussi a autant besoin de moyens que pour faire la guerre. Si l'argent et les moyens que l'on mettait pour faire la guerre, on prenait ces moyens pour faire la paix, on aurait la paix. C'est pas de la rhétorique, hein, parce qu'il y a des gens qui ont calculé. Mais on dit aussi que qui prépare la paix, non, mais ceux qui veulent la paix préparent la paix. On n'est pas bien armé, on n'est pas. Je voulais dire, il y a des gens qui ont fait des démonstrations, des études, pour démontrer que par exemple, si vous achetez un char, ça peut vous construire 2 ou 3 écoles. Si vous décidez d'acheter un char, c'est que vous avez décidé de faire la guerre, au lieu de construire des écoles. Mais cela dit, moi je voulais revenir sur le point sur oui, d'accord, le temps qu'on retrouve l'idée. Je voulais dire... Bon, Silga, oui. Silga, en une seconde, on va prendre le dernier sur la ligne qui appelle de Ouaga. Certainement, c'est une position maximaliste qu'il a exprimée, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut balayer complètement le G5 Sahel. Parce que dans la lutte contre le terrorisme, je crois qu'il faut une conjonction d'efforts. Quand il le dit, il le dit dans le sens de se réapproprier entièrement le G5, oui, mais avec nos flèches et nos choses. Non, et puis voilà, j'ai dit il faut une conjonction d'efforts au plan national, interafricain, au plan international. Parce que c'est un phénomène qui est complexe et il ne faut pas oublier aussi que c'est un phénomène qui est soutenu par certains pays bien connus sur le plan international. Donc, moi je pense que c'est tous ces efforts-là. Maintenant, il faut chercher le meilleur moyen pour que cet instrument-là puisse servir effectivement au pays. D'accord. Il y a un autre dernier téléspectateur, M. Moussa Kafando, qui appelle de Ouagadougou sur la sortie de l'APMP politique. M. Kafando.
Oui, allez-y, vous avez 1 minute. Ah, Moré. D'accord, bigo moi. Voilà. Voilà, on a un peu D'accord. Monsieur Kafando. Allô? Bon, tant que vous m'avez sommé. Je reprends. Laissez-moi prendre, je reprends. C'était par rapport aux crises dont on parlait. Moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qui aiment dire même souvent à des personnes, si tu n'as pas de problème, il faut te plaindre auprès du bon Dieu. Parce qu'ils pensent que tu es incapable, c'est parce qu'ils ne t'en donnent pas. Il faut même les provoquer. Moi, vous savez, la crise est une opportunité. Et il ne faut pas voir la crise comme seulement quelque chose qui déstabilise un pays. La crise peut être des opportunités. Mais je ne suis pas sûr que ceux qui disent qu'il n'y a pas de crise au Burkina ont leurs enfants à l'école. Regardez la coordination nationale des enseignants qui veulent boycotter et que tout le monde sait que c'est les examens que ça vise. Si vous avez un enfant dans une école et qui va passer un examen, vous ne pouvez pas ne pas trembler de votre carcasse. Vous ne pouvez pas dire que ça, ce n'est pas une crise. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous conduisent et les gens qui nous gouvernent tombent dans la myopie et disent que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, comme disait Candide. Ce n'est pas vrai. Au niveau du Burkina, il y a des problèmes sur lesquels nous devons tous regarder ensemble. Et je crois que le début d'une solution, c'est d'avoir accepté qu'il y a un problème. Or, si les gens disent qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on n'aura jamais de solution. Heureusement que les enseignants sont revenus à de bons sentiments parce que ça recommence. Peut-être qu'il faudra inviter les uns et les autres à voir ce qu'on appelle la crisologie, une étude, la sociologie des crises, pour comprendre ce que c'est peut-être des crises. Moi, je voulais rebondir sur les histoires des fabricants d'armes. Je dis que c'est vraiment une utopie. D'accord. Parce qu'il y a aussi des États voyous. Il n'y a pas que les fabricants d'armes. Il y a des États voyous qui approvisionnent les terroristes. Et qui supportent les terroristes. Comment on fait sur ces gens-là? Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes donc au thème de cette émission. Je vous remercie d'être passé sur ce plateau-là et remercie aussi ceux qui nous ont suivis au Burkina comme partout ailleurs dans la diaspora. Merci à tous de nous avoir suivis. J'étais donc avec mes invités. Évariste Faustin Consembo, docteur Évariste Faustin Consembo, qui est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens, et André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, et puis juste à côté de lui, Parfait Silga, qui est journaliste et analyste, et enfin Issaka Lengani, journaliste analyste politique, directeur de publication de l'Opinion, qui est un journal qui paraît en ligne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre presse écho. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous donne donc dimanche à venir en bonne santé. Merci.